tous. Merci d'être là cet après-midi pour cette conférence consacrée à l'éducation et à l'enseignement 20 ans après l'apparition du web. Je vais commencer par une toute petite histoire qui ne sera pas très longue, mais je me souviens d'un après-midi, c'était en 99, j'étais en 3e, j'étais en cours de technologie, et mon professeur de technologie, M. Vian, avec sa blouse kaki et ses grosses lunettes fumées, on était encore dans les années 90, nous avait demandé qui parmi nous avait un ordinateur. Et à l'époque, et pourtant j'ai l'impression que c'était comme il n'y a pas si longtemps, il y avait une personne qui avait levé la main, c'était Nicolas. C'était un copain, Nicolas, il faisait partie du groupe d'amis que je fréquentais, et tout le monde savait dans ce groupe que Nicolas, on ne disait pas un geek à l'époque, mais en tout cas il avait un ordinateur depuis 2-3 ans, il le bidouillait pour essayer de savoir comment ça marchait, et il en était très fier, et il était très fier d'être le seul à lever la main. Et l'année d'après, donc j'étais en seconde, on était en cours d'histoire cette fois, et la professeure d'histoire me pose la même question, et là il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes qui lèvent la main. Nicolas était très vexé. Nicolas, qui était toujours dans ma classe, était très vexé de ne plus être le seul à avoir un ordinateur. Et voilà, bon, après on faisait chacun, enfin moi j'en avais pas à l'époque, mais chacun en faisait une utilisation encore un peu balbutiante, mais voilà, on commençait à s'équiper. Je ne serai pas longue à enfoncer des portes ouvertes, simplement j'ai un petit frère qui est aujourd'hui au lycée, donc ça, on n'a pas sauté une génération, c'est mon petit frère, et qui aujourd'hui a une façon de fonctionner, de faire ses devoirs, d'utiliser Internet qui est tellement différente de ce que moi encore j'ai connu quand j'ai quitté le lycée, qu'on ne vit plus vraiment dans le même monde, et d'ailleurs ça se ressent dans notre manière de communiquer tous les deux. Donc le web a été créé en 1989, il a été mis sur le marché en 92, le titre de cette conférence, 20 ans, ça fait 20 ans. C'est très peu de temps, 20 ans pour se généraliser, pour une technique pour se généraliser, c'est moins d'une génération, et c'est moins d'une génération universitaire notamment. Le monde académique n'a pas eu le temps d'intégrer ces bouleversements à ses recherches, à ses expériences, à ses débats. Tout le monde pratique la technologie numérique, mais personne ne l'a vraiment théorisée. Alors le rapport du comité de réflexion sur la refondation de l'école qui a été publié en octobre dernier insiste sur l'ampleur des bouleversements liés au numérique, d'une ampleur comparable, écrit-il, à l'invention de l'imprimerie. Alors certes, là-dessus tout le monde est à peu près d'accord, mais comment penser tout ce qu'induit un accès généralisé au savoir? Comment penser ce qu'induit l'apparition d'une nouvelle forme d'écriture, puisque c'en est une, et surtout l'usage qu'on en fait, comment parvenir à ce que certains intervenants autour de cette table appellent une culture numérique lettrée, nous entendrons. L'école est encore là, bien sûr, pour former les esprits, il ne suffit pas de réfléchir aux équipements qu'on lui accorde, mais au sens qu'on donne à la démarche du point de vue toujours du développement de l'humain, puisque c'est toujours ça qui nous intéresse. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant que l'Éducation nationale promeut le développement des TIC, les technologies de l'information et de la communication au sein de l'école. Vincent Peillon et Georges Boulangin ont écrit une lettre au personnel de l'Éducation nationale, c'était en juin dernier, en promettant de veiller, disait-il, à ce que les outils, les contenus et les services numériques soient mis à la disposition des enseignants et plus largement des équipes éducatives pour enrichir leurs pratiques. Enrichir en quoi? Cette politique est-elle suffisante et surtout est-elle bien orientée? Encore une fois, a-t-elle un sens? On est sans doute là devant le plus grand défi éducatif de notre époque. Il faut à la fois réfléchir à modifier le fonctionnement de l'école, peut-être, aussi bien que le contenu des enseignements. L'école de l'ère numérique est inventée, donc nous allons tenter de passer ensemble cet après-midi en compagnie, donc je présenterai rapidement, de Bernard Stiegler, philosophe, de Julien Gauthier, professeur de philosophie en lycée, de Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien et professeur à l'université de Nice, avec Pierre Meuglin, professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris-Nord, et puis on entendra aussi le point de vue de Frédéric Kaplan, professeur à l'école polytechnique de Lausanne. Il détient une chaire de ce qu'on appelle les humanités digitales. Je voudrais d'abord donner la parole à ceux qui ont voulu que cette discussion ait lieu, le Conseil régional d'Île-de-France, Henriette Zouguebi est vice-présidente de la région Île-de-France en charge des lycées et des politiques éducatives. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une approche souvent militante, vous faites partie du Parti communiste, votre rôle a été vraiment important au sein de ce comité de réflexion pour la refondation de l'école dont vous parlez tout à l'heure. Peut-être très simplement commencer par nous dire, s'il vous plaît, pourquoi vous avez voulu ce débat. Bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement aux intervenants qui nous font l'amitié d'être là et qui vont nous aider à alimenter la réflexion du public
et je dirais volontiers la mienne et celle des services de la région en même temps. C'est très important pour nous. Je disais tout à l'heure, nous avons voté il y a 2 jours le programme d'investissement de la région pour les 10 années qui viennent, 2,4 milliards. C'est beaucoup de moyens, donc dans un moment qui reste un moment difficile. Et j'ai souhaité que le titre du rapport que nous avons présenté aux élus, ce soit Objectif réussite, le lycée de demain s'invente aujourd'hui. Et pour moi, inventer le lycée de demain, c'est obligatoirement se poser la question du rôle du numérique, des enjeux qu'il représente aujourd'hui pour l'éducation. Vous dire aussi que tous les lycées aujourd'hui de la région de France sont équipés d'un espace numérique de travail. C'est pour nous un enjeu très important. Donc les tuyaux y sont, les matériels sont là. On manque encore parfois de très haut débit, donc gros enjeux également. Mais surtout, on se pose la question du coup des contenus, de à quoi tout ça doit servir et comment ça peut, comment tous ces moyens mis à disposition peuvent être utiles effectivement pour une nouvelle culture, je dirais bien, pour la culture tout court. Et pour moi, qui suis attachée, je dirais, à 2 idées, disons. La première, c'est que au sein de l'éducation, les rapports peuvent bouger, ils peuvent devenir plus collaboratifs, plus coopératifs, et le numérique peut jouer un rôle important de ce côté-là. Je pense qu'il y a une voie sur laquelle on pourrait avancer, y compris d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation, mais pas seulement, aussi avec les chercheurs, les experts, et c'est une question, je le sais, qui vous tient tous à cœur, et moi, ça m'intéresse énormément qu'on s'engage là-dedans. Et peut-être vous dire encore que deuxième idée à laquelle je suis attachée, c'est que aujourd'hui les grands moteurs de recherche sont tellement puissants que la ministre de la Culture, au moment où on lui supprimait une part importante du budget, a dit « Aujourd'hui, le ministère de la Culture, ce n'est plus le ministère des artistes, il y a à l'extérieur de bien plus grandes puissances qui prennent le relais. » Moi, je pense qu'il y a encore besoin, et plus que jamais, d'un ministère qui s'engage sur les grands enjeux de civilisation, et naturellement l'art en fait partie, mais comment quelle liaison avec le numérique, c'est une des questions à laquelle je suis aujourd'hui confrontée et que je souhaiterais là aussi faire progresser. Donc vous voyez, je suis là pour entendre. Et si vous me le permettrez, je réagirai tout à l'heure à tout ça, parce que je pense que nous avons besoin de votre apport pour construire, et du vôtre aussi, pour construire des réponses qui correspondent aux grands enjeux de notre époque. Merci. Écoutons d'abord justement ce qu'a à nous en dire Bernard Stiegler. Bonjour. Vous êtes philosophe, on ne peut pas vous soupçonner d'aversion a priori envers les technologies numériques. Vous dirigez l'Institut de recherche et d'innovation, l'IRI. Vous venez de créer à Épineuil, dans le Cher, une nouvelle école philosophique ouverte à tous, pharmacone.fr, dont les enseignements sont diffusés sur Internet. Vous pouvez tous aller voir. On ne peut pas évidemment vous soupçonner non plus de l'économie d'une véritable réflexion sur ce qui est aujourd'hui une nouvelle forme d'écriture et qui, comme toute nouvelle écriture, pose la question des usages. Vous aussi, vous avez été sollicité pour participer à cette grande concertation pour la refondation de l'école que Vincent Payon appelle de ses voeux, et ça fait longtemps que vous dites que nous sommes dans une situation d'urgence et qu'une vraie réflexion doit être menée sur le sens à donner à cette modernisation de l'école. Bernard Stiegler. Oui, alors on a comme ça mis cette rencontre de cet après-midi sous le signe d'un anniversaire, le 20e anniversaire de l'innovation du web, de ce qu'on appelle le web. Il y a 20 ans maintenant que ceci s'est développé. Le web, c'est une mutation technologique, c'est un changement de système technique et à une échelle planétaire. C'est même l'instrument de la planétarisation par excellence, infiniment plus évidemment que le train à vapeur, les steamers sur les mers, etc., qui commençaient avec cette organisation.
Ce processus-là, vous évoquiez tout à l'heure l'imprimerie, on fait très régulièrement cette comparaison entre l'importance du numérique et l'apparition de l'imprimerie. Peut-être que c'est même beaucoup plus important que ce qui s'est passé avec l'imprimerie. En tout cas, c'est certainement beaucoup plus violent, parce que le temps de socialisation de l'invention de Gutenberg a été quand même assez long. En tout cas, comparé aux 20 ans qui viennent de s'écouler, c'était véritablement un rythme d'escargot. Là, en 20 ans, tout ce qui s'est passé, je pense que si nous concentrions une journée pour essayer d'en faire le bilan, nous n'y arriverions pas. Bon. Par exemple, le système fiscal a explosé avec le web. Alors, je ne vais pas vous faire un développement sur le web, mais en revanche, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons beaucoup discuté avec Henriette Zougabi ces derniers temps, y compris parce que nous étions dans cette même commission que Henriette présidait, et j'ai défendu, moi, dans cet espace de discussion, et puis dans nos discussions tête-à-tête, une approche systémique, si je puis dire. C'est-à-dire que les phénomènes du type du web, ou du numérique, disons, il faut les voir comme des changements de système. Tout le monde sait, par exemple, que ce qu'on appelle la démocratie industrielle moderne, sans presse, sans école, pas de citoyenneté. Ça ne marche pas. Et pour que la presse et l'école fonctionnent, il faut une industrie éditoriale, il faut une presse à journaux. Quand on va voir un tout petit peu de près les conditions de tout cela, c'est extrêmement important, la complexité de ces choses, mais il faut une approche systémique pour comprendre ce qui se joue véritablement et pour essayer de raisonner un petit peu plus loin, un peu plus long terme que l'année prochaine ou à la fin de mon mandat électoral. Parce que les enjeux ne sont évidemment pas du temps d'un mandat. Les décisions prises aujourd'hui engagent la suite des choses, et ça, c'est une responsabilité dans la situation actuelle exceptionnelle. Parce que ce n'est pas dans toutes les situations qu'on a des responsabilités de cette nature sur l'engagement dans l'avenir. Ça concerne tout le monde, et je ne parle pas seulement des élus. Je parle de tous les gens qui sont citoyens. Être un citoyen, c'est être responsable de son avenir. Donc, ça concerne absolument tout le monde. Cela étant, le web, pourquoi le web, ou disons le numérique, parce qu'il n'y a pas de web, bien entendu. Le numérique, qu'est-ce qui est en jeu derrière tout cela? C'est la publication. C'est un dispositif de publication. Et donc, ce qui est en jeu derrière tout cela, c'est aussi la chose publique, la res publica. Donc, c'est la chose politique. Par ailleurs, c'est la science, qu'on ne peut d'ailleurs pas séparer de la chose politique. Comme Vernon n'a jamais essayé de le soutenir, la condition d'apparition de la cité, c'est l'apparition de la science. Mais pour qu'il y ait de la science, il faut qu'il y ait un espace public et un espace de terre. Il faut noter que le web pose le problème d'une nouvelle relation peer-to-peer, pair à pair. Et ici, il faut noter aussi que l'espace public qui apparaît avec l'écriture alphabétique, c'est un espace critique. C'est un espace où s'exerce, critique voulant dire où se prennent des décisions à partir d'une certaine activité qui est un certain type de jugement partagé, controversé, exposé, débattu et finalement tranché par des règles de décision qui sont les règles des scientifiques, les règles des politiques, etc. etc. Aujourd'hui, par rapport au numérique qui est l'émergence d'un nouveau dispositif de publication, qu'y a-t-il de différent? Outre l'incroyable vitesse de pénétration de tout cela, qui est véritablement vertigineux, et qui fait que des gens comme Nicolas Carr, qui ont été des défenseurs, non seulement des défenseurs, mais Nicolas Carr, qui est journaliste du New York Times, c'est aussi un consultant des grandes entreprises internationales, enfin américaines, du web, a finalement fini par publier un livre en disant « Attention, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est dangereux en tout cas. » Qu'est-ce que l'éducation? C'est une mission de service public, c'est une condition fondamentale de la société politique, mais c'est une condition fondamentale de toute société, une société quelle qu'elle soit, les Nambiquara, les Esquimaux, il y a des processus d'éducation, et c'est une condition de la socialisation, donc de la civilisation. Et aujourd'hui, l'éducation, c'est un marché. C'est avant tout perçu comme un marché. Et il y a là, je ne dirais pas ça contre le marché en soi d'ailleurs, mais parce qu'on n'est pas prêt de sortir, à mon avis, de la société de marché. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a un très grand danger de confusion des enjeux, sur les enjeux. Je pense que Pierre Lebrun en dira peut-être un mot tout à l'heure, parce que je crois qu'il s'intéresse beaucoup à ces questions, les industries d'éducation. Nous n'avons aucun doute, quand je dis nous, là, je parle un petit peu avec Julien Gauthier qui est assis à côté de moi. Si nous sommes là, c'est aussi parce que nous avons publié ensemble. Nous sommes tous les deux membres d'Ars Industrialis, mais Julien est aussi le fondateur, avec Guillaume Vergne, et co-auteur de ce livre, de Scolet.fr, qui est un site internet, tout à l'heure. Nous avons défendu, avec d'autres, avec Denis Cambouchnier et Philippe Mérieux, l'idée que
le numérique est un processus inéluctablement en route et en plus qui présente, il n'y a aucun doute là-dessus, je dirais un très fort potentiel de positivité. Pardonnez-moi de parler un langage un petit peu qu'on pourrait trouver dans l'administration ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un nouveau type d'écriture qui se produit avec le numérique et ce nouveau type d'écriture promet énormément. Donc sur la question de la pénétration du numérique dans les établissements scolaires et académiques, nous n'avons pas la moindre hésitation sur le fait que c'est un mouvement qu'il faut non seulement accepter, mais dont il faudrait essayer de prendre le contrôle. Ce serait absurde, parce qu'on ne peut pas contrôler le processus, mais en tout cas, l'initiative d'une part active, et là je parle de l'État français et de l'Union européenne, qui sont gravement absents pour le moment dans ces matières. Quel est le discours de l'État français? Quel est le discours de l'Union européenne sur ce sujet? Moi je ne le connais pas en tout cas. Il est très très important d'engager les choses et de les engager d'un point de vue systémique, disais-je tout à l'heure. C'est pourquoi, quand on a parlé avec ça avec Henriette Jouguébi, pour la première fois, c'était au mois de mars ou avril l'année dernière, tout de suite j'ai dit, c'est au niveau du système académique qu'il faut poser le problème. Alors, ce que j'appelle le système académique, c'est quelque chose qui inclut aussi bien la Sorbonne ou l'école maternelle du 15e arrondissement dans lequel nous sommes, que les écoles privées, mais aussi l'INSERM, le CNRS, bref, c'est tout ce qui produit de l'académique au vieux sens du mot, c'est-à-dire de l'espace pair à pair, où on produit des savoirs critiquables, à la lettre, soumis à un certain nombre de conditions de vérification, d'administration de la preuve, c'est-à-dire de formation. Tout ça constitue le système académique. On ne peut pas prendre le problème numérique, à notre avis, je crois qu'on peut le dire collectivement avec Julien en tout cas, on ne peut pas prendre ce problème par un bout simplement. Pour une raison toute simple, c'est que le savoir, ça se transmet de façon intergénérationnelle. Et que la transmission du savoir, pour qu'un instituteur ou un professeur puisse transmettre un savoir à des enfants, il faut qu'il l'ait reçu, qu'il lui ait été transmis. Alors la vitesse de pénétration du numérique fait que ces conditions-là ne sont plus respectées. Et ça pose un problème tout à fait nouveau, à mon point de vue, que l'imprimerie n'a pas du tout posé. Parce que le temps de pénétration de l'imprimerie dans tout cela, c'est plusieurs décennies. C'est donc, on a eu le temps de faire plusieurs générations. D'ailleurs, on a qu'à regarder ce qui s'est dit à Oxford, à Cambridge, à la Sorbonne, et à l'époque de l'apparition de l'imprimerie. J'ai regardé moi-même, bon, ça prend un temps fou, hein, la pénétration de tout ça. Bon. Aujourd'hui, on est dans une toute autre situation. C'est pour ça que nous préconisons, nous, si j'ose dire, une méthode de travail qui consiste à dire, bien évidemment, le ministre de l'Éducation nationale, par exemple, M. Payon, il a à résoudre, ou Henriette Jouguébi, on a à résoudre tout de suite les problèmes. Ce n'est pas, on ne va pas se dire, on se donne 10 ans, 15 ans pour réfléchir, et puis on reviendra revoir dans 15 ans. Il faut agir immédiatement. Et en même temps, il y a beaucoup de débats sur le numérique. Par exemple, le numérique dans les écoles primaires, il y a beaucoup de gens, il y en a de plus en plus d'ailleurs, à mon point de vue, qui disent qu'il faut faire attention, parce qu'on commence à avoir des retours un peu négatifs sur les effets, par exemple, des pratiques des ordinateurs chez les enfants petits, quoi. Personnellement, je vous le dis très clairement, je suis absolument hostile à la pénétration du numérique dans les niveaux élémentaires. D'ailleurs, pour une raison méthodologique, là aussi, qui consiste à dire que moi, je crois que pour pouvoir pratiquer une technologie, il faut avoir acquis les technologies qui ont permis la production de cette technologie. Donc, parce que sinon, on n'a pas de point de vue génétique, et donc on n'a pas de point de vue critique. La condition de la critique, c'est l'historicité, c'est la connaissance, la compréhension de l'historicité. Et l'école est structurée comme ça, en plus, parce que la construction des programmes à l'école est faite sur cette base. Or ça, ce n'est pas du tout le cas avec le numérique. Donc, ce que nous pensons, par ailleurs, on a un petit peu parlé avec Jean-Marc Lévy-Leblond en préparation de cette réunion, moi je soutiens que le numérique modifie très profondément la nature des savoirs. Frédéric Kaplan nous en parlera certainement tout à l'heure à propos de la langue, par exemple, que Google est en train de transformer profondément dans la vie de la langue, ce que Saussure appelait la diachronie de la langue, c'est-à-dire son évolution. Et aujourd'hui, ce que Google fait à la langue, c'est pas la langue française ou la langue anglaise, c'est à l'ensemble des langues de la planète, donc, en même temps, avec les mêmes algorithmes. C'est un processus absolument nouveau. Il est très très important que dans les départements de lettres, de grammaire, de logique, etc., on étudie tout ça de très très près, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Si vous allez discuter aujourd'hui à Sorbonne de tout cela, oui, ce sont des sujets de débat, mais ce ne sont pas du tout des choses qui sont traitées et assumées par l'enseignement supérieur. Or, il n'est pas possible
que des instituteurs, des professeurs, des établissements scolaires interviennent sur ces choses-là sans avoir eu la critique. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le savoir, on est dans l'opinion, on a tout ce qu'on veut, on est beaucoup dans l'idéologie et dans le marketing. Donc, il y a des questions de précaution à prendre qui sont absolument fondamentales. Alors, je vais conclure, parce qu'il faut être assez rapide pour qu'on ait le temps d'une discussion. Dans ce contexte-là, qui nous fait plaider, nous, pour faire que, et je l'ai beaucoup dit d'ailleurs dans la commission Billon, que le ministère de la Recherche soit présent dans cette discussion. Il n'est pas possible que la direction des écoles, la direction des lycées prennent des décisions, alors que le ministère de la Recherche n'a pas donné son avis. C'est inimaginable. Il n'est d'ailleurs pas possible non plus que le ministère de la Recherche, côté enseignement supérieur, fasse cela sans le CNRS, sans l'INRIA, et puis même sans la communauté internationale, parce qu'il y a du monde, dans le monde entier, qui travaille là-dessus, et aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, mais quelqu'un que nous voulions inviter, malheureusement ça n'a pas pu se faire, Marianne Wolf, par exemple, réfléchit là-dessus depuis très longtemps et de façon extraordinairement intéressante. Il faut convoquer ces savoirs-là. On ne peut pas prendre des décisions sur le sujet d'une telle gravité sans s'adresser aux gens qui travaillent sur ces questions depuis longtemps et savamment. Il faut aussi convoquer le savoir des nouvelles générations. Car la singularité des technologies, c'est qu'elles produisent des savoirs non intergénérationnels, qui surgissent dans la génération, la new grass, comme disait Albert Heller, je dis ça pour les amateurs de jazz. La nouvelle génération est en train de produire des choses auxquelles absolument personne ne s'attendait. D'ailleurs, Wikipédia est quelque chose à quoi même Jimmy Wales ne s'attendait absolument pas, puisque ça n'était pas du tout un projet de Jimmy Wales, qui est, comme on dit maintenant, le fondateur de Wikipédia, mais ce n'est pas Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Jimmy Wales est le fondateur de l'entreprise au sein de laquelle Wikipédia est né. Ce n'est pas du tout la même chose. Et Wikipédia est né presque, semble-t-il, je ne dirais pas par accident, mais en tout cas sans que personne ne l'ait voulu. Ça n'a pas été une volonté, la création de Wikipédia. Alors, ça veut dire qu'avec le numérique, il se passe des choses tout à fait singulières. Par exemple, des processus réticulaires contributifs qui produisent des phénomènes absolument improbables. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faudrait engager au niveau de l'État et de la responsabilité de la recherche et de l'enseignement supérieur des projets massifs, très importants, très significatifs, qui est un enjeu industriel pour l'Europe. Parce que si l'Europe ne lance pas des projets dans ce domaine, dans 10 ans, l'Europe sera devenue mineure, sera devenue un vassal de l'Amérique du Nord et du Sud, et de l'Asie. Donc il y a un enjeu fondamental et urgentissime, beaucoup plus important que la fusée Ariane ou le TGV, infiniment plus important, parce que c'est le contrôle de l'esprit national, de l'esprit planétaire, enfin le contrôle, disons, la contribution à la vie de l'esprit planétaire, de la science, des arts, de la citoyenneté, etc. Mais c'est aussi les modèles économiques de demain. C'est sur le web que s'invente l'économie de demain. C'est évident, tout le monde l'a compris. Mais il faut faire quelque chose. Par ailleurs, il est inconcevable, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas intervenir immédiatement dans le monde scolaire. Et la technologie numérique permet précisément de mettre en place des démarches de contribution. Ça, c'est un peu le discours d'Arsenis Revis, nous appelons l'économie de la contribution, qui permettent de travailler autrement. Par ailleurs, on parle beaucoup de sciences citoyennes. Jean-Marc Lévy-Leblond en a parlé dans la revue Alliage récemment, par exemple, et dans la presse, dans le journal Le Monde. Et il y a là des processus tout à fait nouveaux qui se mettent en place. C'est la raison pour laquelle nous pensons, nous, qu'il est essentiel, dans les semaines qui vont venir, mettre en place une méthode de travail qui repose sur ce qu'on appelait autrefois la recherche-action, que nous appelons, nous, la recherche contributive. La recherche-action s'est inventée à la fois aux États-Unis, en Europe du Nord, et à l'hôpital Saint-Alban pendant l'occupation, avec des résistants d'ailleurs, comme Georges Canguilhem. Et ça a donné l'hôpital de la Borde et tout un processus très important en psychiatrie française. Mais avec le numérique, la recherche-action peut devenir de la recherche contributive. Et étant donné que par ailleurs, vous le savez bien, la presse paraît être destinée à vivre ce qui est arrivé aux industries musicales, par exemple, mais aussi les grands médias de masse, mais aussi les éditeurs, l'industrie du livre. L'enjeu est aussi derrière tout ça une industrie nationale de la publication qui risque de disparaître. Alors que c'est un des seuls secteurs où la France a d'ailleurs un peu d'autorité, parce que le groupe Hachette, je pense qu'on veut du groupe Hachette, mais c'est une puissance internationale, le groupe Hachette. Mais si une politique très forte dans ce domaine n'est pas menée, très volontariste, et pas simplement au niveau français, mais au niveau de l'Europe, tout ça sera balayé. C'est absolument évident. Ça veut dire que l'enjeu ici du numérique, c'est une négociation entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Culture, le Premier ministre, etc. Bref, c'est un chantier national et qu'il faut aborder avec une méthode absolument appropriée.
l'heure, on a bien compris que ce qui était, c'était pas la technologie qui était en cause, mais peut-être la pratique parfois de ces technologies qui n'est pas dialectique, comme Socrate l'avait reproché en son temps, d'ailleurs aux toutes nouvelles techniques d'écriture, mais Julien Gauthier l'expliquera peut-être mieux que moi. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en lycée, professeur au lycée Pierre Dailly de Compiègne. Vous êtes fondateur du site Scolet.fr dont Bernard Stiegler parlait tout à l'heure. C'est un site qui est très reconnu et réputé, notamment chez les professeurs de lycée. Parenthèse d'ailleurs, Scolet en grec ancien, vous le précisez sur le site, ça a le sens d'un répit, d'une trêve, d'une suspension temporelle. C'est vrai qu'un temps, écrivez-vous, dans lequel l'action peut se dérouler à loisir, prendre son temps, se donner le temps, une temporalité qui semble étrangère aux techniques numériques dont le principe justement est qu'elles vont à la vitesse de la lumière. L'école doit-elle se soumettre à ce rythme-là? C'est une autre question. Donc vous êtes professeur de philosophie, je le disais, et c'est d'abord aux professeurs que je m'adresse. Le statut de l'enseignant en tant que source unique du savoir est bousculé. Alors c'est pas nouveau, mais ça se confirme avec cette facilité aujourd'hui, avec laquelle la moindre information est trouvée sur Internet, la possibilité désormais pour un élève de travailler hors les murs de l'école, l'utilisation quasiment directe des ressources en ligne. Donc votre statut à votre professeur est bousculé. Peut-être que vous pouvez d'abord témoigner en tant que professeur au lycée du rapport de vos élèves au numérique et de ce que ça laisse augurer des usages qu'ils en font. J'imagine que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de leur expliquer le fonctionnement de base de ces outils. Non, sûrement pas. Peut-être avant de répondre à votre question et parler des élèves que je côtoie à longueur d'année, je voudrais commencer par dire que moi non plus je n'ai pas d'aversion pour les nouvelles technologies et que, au contraire, je suis un utilisateur très régulier, même un peu intensif, au niveau professionnel, au niveau personnel, et que de manière générale, je suis globalement a priori convaincu des potentialités éducatives, spécifiquement scolaires, de ces technologies. Donc je suis convaincu de l'intérêt et même de la nécessité, voire de l'urgence, qu'il y a pour l'école et le système scolaire dans son ensemble, et même tous les acteurs de l'éducation, de se saisir de ces évolutions de manière volontariste. Bon, mais en même temps, pour moi, penser l'école à l'ère du numérique, c'est la réforme ou les réformes qu'il faudrait y faire, ça prend quand même surtout la forme d'un problème. Au sens un peu profond du terme, pas simplement d'une difficulté, mais d'un problème à la fois théorique et pratique, une tâche quand même assez délicate à mener et qui, je crois, requiert en effet des conditions assez strictes qui ne sont pas, pour le moment, je crois, réunies, et dont Bernard a bien sûr déjà parlé. Alors, je voudrais partir juste déjà de deux sortes d'indices de ce caractère problématique. C'est qu'effectivement, alors en tant que prof, je fréquente depuis une quinzaine d'années maintenant les lycéens chaque année, et ce qui me frappe dans leur rapport au numérique et à l'école en même temps, c'est justement que j'ai pas l'impression que chez eux il y ait une évidence de l'association entre école et numérique. Et ce qui me frappe plutôt, c'est qu'il y a chez eux une sorte de dissociation assez forte entre d'un côté les usages qu'ils ont très réguliers, très intensifs de ces technologies, et puis de l'autre côté il y a l'école. Mais le pont qui pourrait être fait entre les deux, l'articulation qu'il pourrait y avoir entre les deux, ne leur paraît pas naturelle, me semble-t-il. Et j'en veux pour preuve aussi mes modestes tentatives de mise en place de blogs ou de correspondance électronique avec eux, ce que font beaucoup de mes collègues. Et je dois dire que je suis pour le moment un peu déçu tout de même des résultats de ces tentatives. Et je crois que cela tient beaucoup au fait que leur rapport à ces technologies est quand même marqué par les usages dominants et industriels, je dirais surtout de nature communicationnelle et récréative, et que l'idée qu'il puisse y avoir un usage, des pratiques proprement scolaires de ces technologies leur échappe pour le moment. Je voudrais aussi partir d'un second indice qui m'avait beaucoup frappé la dernière. J'étais tombé par hasard sur un article dans une revue d'ailleurs sur l'école numérique, sur l'école,
s'appelle Vounouil, je crois, qui signalait que les principaux cadres des entreprises telles que Google ou eBay, etc., eh bien, envoyaient leurs enfants dans des écoles déconnectées. Et ça m'avait frappé parce que, évidemment, on peut lire ce fait d'actualité, cette anecdote, sur plusieurs plans. Bon, la première chose qui m'avait frappé d'abord, c'est que, au fond, je les trouvais particulièrement lucides. C'est-à-dire qu'ils considéraient, semble-t-il, qu'ils devaient protéger leurs propres enfants à l'égard des outils que pourtant ils développaient eux-mêmes et diffusaient massivement, y compris dans les écoles, mais qu'en tout cas pour leurs enfants, il fallait, au moins pour le plus jeune âge, les mettre dans des écoles qui sentaient la bonne vieille école, la bonne odeur de livres, les craies, les tableaux noirs, etc. Bon, donc je trouvais ça déjà significatif parce que, évidemment, ces cadres sont bien placés pour savoir dans quel sens eux-mêmes développent ces outils. Et manifestement, ils ne pensaient pas que leurs enfants pouvaient en tirer profit dans le cadre de l'école. En même temps, cette lucidité, pour moi, c'est aussi un aveuglement, parce que cela signifie que pour ces dirigeants qui pourtant pilotent le développement de ces outils, eh bien justement, ils ne croient pas eux-mêmes aux potentialités éducatives et scolaires, ce en quoi, à mon avis, ils ont profondément tort. Donc, à partir de ces deux indices, juste maintenant un peu généralisé, ce qui me frappe, moi, dans les discussions, les prises de position que je lis souvent, que j'écoute, notamment pour Scollet, sur toute cette question de l'école à l'ère du numérique, c'est qu'on est quand même essentiellement dans un débat manichéen, assez simplificateur, assez idéologique, entre d'un côté des technophiles modernistes, enthousiastes, qui voient dans la numérisation de l'école la promesse d'une révolution qui va d'ailleurs, au passage, résoudre tous les problèmes de violence, d'ennui, d'échecs scolaires, que sais-je encore. Bon. Et de l'autre côté, on a évidemment des technophobes un peu très défaitistes et nostalgiques, qui voient au contraire la menace d'une décadence, la fin de la civilisation, etc. Je crois qu'il est essentiel de sortir de cette polarité, de cette polarisation entre ces deux discours manichéens et extrêmement schématiques. Parce que, pour le dire comme ça, d'un mot, je crois que pour moi, l'introduction du numérique à l'école, ça doit être l'enjeu d'une articulation entre ce nouveau monde numérique, ce monde sur écran et toutes les technologies qu'il porte, et finalement des pratiques scolaires qui ont une certaine histoire, qui ont une certaine ancienneté, et qui n'ont pas vocation à disparaître, mais plutôt à entrer en synergie avec ces nouvelles technologies. Donc, ce qui fait que mon mot d'ordre, en quelque sorte, mon approche de la question, c'est qu'il faudrait une attitude et une politique qui soit à la fois extrêmement ambitieuse, volontariste, qui croit dans les potentialités, dans les promesses de ces technologies, mais qui en même temps développe toutes les précautions, prenne les précautions, tant théoriques que pratiques, pour que cette introduction ou cette saisie ne soit pas réussisse et ne menace pas, en effet, ne menace pas les conditions mêmes de l'éducation scolaire. Donc, d'un côté, je suis convaincu que l'école doit se saisir de ces outils, qu'elle a même sans doute, à certains égards, un rôle thérapeutique à l'égard de certains usages dominants, mais aussi qu'elle doit chercher et réfléchir, ce qui suppose effectivement des travaux de haut niveau et un peu sérieux et de long terme, comment produire des dispositifs et des objets technologiques à des fins spécifiquement scolaires, ce qui à mon avis n'est pas, on se contente trop souvent pour le moment, je veux dire dans le scolaire tel qu'il est, d'adopter en fait des standards, des objets, des techniques qui sont développés en dehors de l'école, qui ne sont pas développés pour l'école, et qu'il serait extrêmement dangereux, c'est certain, pour l'école de continuer de rester à ce point à l'écart de ces évolutions. Bon. En même temps, cette ambition, pour moi, doit s'accompagner de toute une série de précautions, de conditions, de restrictions qui sont indispensables à sa réussite. Bon.
Et j'en nommerai, j'en listerai deux ou trois. D'abord, Bernard Stiegler l'a un peu évoqué, et effectivement Kaplan également insiste beaucoup là-dessus, c'est que ces objets sont développés dans une logique industrielle, par des grandes firmes internationales, multinationales. Donc il faut avoir une position ferme à l'égard des industriels du secteur, et surtout déjà une conscience, une compréhension du contexte industriel dans lequel sont développées ces techniques. Disons que ce contexte industriel, certains l'appellent la société de la connaissance ou l'économie de la connaissance, ou encore d'autres parlent de capitalisme cognitif. Et qu'est-ce que cela veut dire en quelques mots? C'est évidemment trop schématique, mais il s'agit quand même d'abord d'un moment de l'industrie où il s'agit d'exploiter les connaissances, les informations, les compétences cognitives qui vont avec, dans un cadre industriel. Donc après, je dirais, l'exploitation des ressources naturelles, il s'agit maintenant de l'exploitation des ressources symboliques, hein, du langage, des images, des histoires, etc., etc. Donc le contexte actuel, c'est celui d'une guerre économique, internationale autour de ces technologies, et même autour de l'usage éducatif et scolaire de ces technologies, puisqu'il y a un marché de l'éducation dont tu as parlé, et qui maintenant est au centre en fait de cette guerre économique. Bon. Donc je crois qu'il est essentiel que tous les acteurs, non seulement évidemment les puissances publiques, mais aussi tous les acteurs non institutionnels, les acteurs informels, même les individus, cherchent à reprendre la main tout de même sur ce développement, sur le développement et sur la conception même, et la diffusion, la socialisation de ces techniques, pour les orienter autant qu'il est possible à des fins qui ne sont pas simplement les fins commerciales et industrielles qu'elles servent pour le moment. D'autre part, deuxième condition qui me paraît importante, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'opposer, pour ce qui est de l'école, d'opposer une nouvelle école à une ancienne école, d'opposer l'écran et le livre, d'opposer le tableau, le TBI, le tableau blanc interactif au vieux tableau noir. Et l'idée que les uns devraient se substituer aux autres, à mon avis, est une idée absolument catastrophique. Bon. Donc je crois au contraire qu'il faut trouver, comme je le disais tout à l'heure, une articulation, une synergie entre, disons, l'école traditionnelle et la future école numérique, et que même à certains égards, un renforcement des apprentissages classiques fondamentaux peut apparaître aussi comme une condition de réussite ensuite du numérique scolaire. Bon. Et donc, enfin, troisième condition, troisième ensemble de conditions qui me paraît important, c'est que pour réussir cette articulation, il y a effectivement des problèmes, disons, d'ordre méthodologique, on pourrait aussi appeler d'ordre écologique ou pharmacologique, comme on dit souvent à Ars Industrialis, c'est-à-dire à quel moment les introduit-on, quels objets, quels dispositifs introduit-on, à quel âge, à quelle dose, à quelle fréquence, selon quel protocole. Bon, et je rejoindrai tout à fait Bernard par exemple sur le fait qu'il me paraît extrêmement prématuré d'introduire le numérique à l'école primaire. En revanche, le stade du secondaire me paraît, et même peut-être plutôt le lycée que le collège, me paraît une étape beaucoup plus raisonnable. En tout cas, pour ma part, sans ces conditions, et sûrement d'autres, et qu'il s'agit d'affiner et de préciser, sans ces conditions, sans ces précautions, je crois que l'école du numérique pourrait en effet conduire donner raison finalement aux positions les plus catastrophistes. Donc si on veut réussir cette école, il ne faut pas faire ça n'importe comment, pas s'emballer et y travailler fort. Merci Julien Gauthier, vous faisiez référence à Frédéric Kaplan pour dire à quel point il faut faire attention de ne pas laisser trop de marge de manœuvre aux industriels qui voient dans l'éducation surtout un marché d'avenir. Donc Frédéric Kaplan, on peut le décrire comme un enthousiaste éclairé des technologies numériques. Il est professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où il est chargé de la chaire Humanité digitale. Et il explique ce que sont les humanités digitales. Il dit que ce sont toutes les manières dont les ingénieurs peuvent aider les chercheurs en sciences humaines. C'est un terme qui est apparu au début des années 2000. Tout
Toutes les disciplines, dit-il, ont des bases de données, et donc il suffit d'utiliser l'intelligence artificielle pour en extraire des informations. Alors par exemple, Kaplan et son équipe travaillent avec des historiens et des cartographes pour construire une sorte de Google Maps du passé, où on pourrait zoomer sur une époque comme on le fait aujourd'hui sur une région. Il rêve aussi de constituer un Facebook du passé en exploitant les archives, un réseau, dit-il, qui relierait les personnes, les événements et les lieux. En revanche, dit-il toujours, si les cartographes ont déjà bien saisi les enjeux d'un site comme Google Earth, et si les sociologues commencent à comprendre l'intérêt d'étudier un réseau comme Facebook, eh bien les linguistes, eux, ont encore du mal à se saisir de Google, à saisir ce que Google est en train de faire à la langue. Le numérique modifie complètement nos relations interpersonnelles, mais aussi notre rapport à la langue, à l'orthographe, avec des incidences auxquelles nous ne pensons pas forcément, et nous allons l'entendre. Le son est un petit peu, il faut tendre l'oreille. Nous allons l'entendre. Il dit que les moteurs de recherche ont fait des mots une marchandise. Voilà, on va raccourcir l'intervention. Malheureusement, voilà, Bernard Stiegler, si vous voulez résumer, Frédéric Kaplan commençait par dire que Google avait réussi à étendre le capitalisme à la langue elle-même. Oui, je suis désolé parce qu'il y a manifestement un problème de fichier son, donc c'est quasi anonyme. En gros, qu'est-ce que dit Daniel Kaplan, pardon, Frédéric Kaplan, outre qu'il vient de créer donc, cette chaire d'humanité numérique à Lausanne, avec ce que vous disiez tout à l'heure, des projets extrêmement ambitieux, extrêmement intéressants, que je crois qu'il a tout à fait les moyens de mettre en œuvre, mais aussi qu'il a aussi commencé à travailler sur le concept de ce qu'on appelle la global education, au sens où on parle à Stanford, par exemple, qui est quelque chose dont on n'a pas le temps de parler en détail ici, mais qui est extrêmement important parce que le marché de l'enseignement supérieur est en train d'être attaqué systématiquement avec ces technologies par les grandes universités, surtout américaines, pas seulement. Mais là, son propos central ne concerne pas cela. Ça concerne donc ce qu'il appelle le capitalisme linguistique, et où il explique comment Google fait de la langue un marché, avec une double algorithmique, si je puis dire, enfin deux grands algorithmes, un qui est très connu, vous avez tous entendu parler plus ou moins, qui est ce qui permet de faire ce qu'on appelle du page ranking, c'est-à-dire de retrouver de l'information dans de très très grandes bases de données, entre guillemets à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire avec un système qui est une infrastructure de son serveur très distribuée, qui permet de scanner extrêmement rapidement les bases, et donc en effet, tout le monde sait ça maintenant, de trouver des informations très rapidement, beaucoup plus vite. Moi très régulièrement, quand j'écris à mon bureau, au lieu d'aller chercher un livre dans la bibliothèque, je tape sur Google, ce qui n'est pas bien d'un point de vue écologique, d'ailleurs ça ne consomme pas d'électricité, tout ça, mais ça me fait gagner du temps, et donc je suis toujours prêt. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne avec, évidemment, aujourd'hui, une efficacité tout à fait remarquable, une des choses les plus frappantes, d'ailleurs, de cette révolution industrielle. Parce que quand on sait bien se servir de cela, on arrive parfois à des résultats surprenants. Et puis, je dirais que ça, c'est ce qui produit ce qu'on pourrait appeler la valeur d'usage de Google. C'est-à-dire ce qui fait qu'il saute aux yeux de tout le monde que oui, Google est quelque chose de très utile, même si on peut contester le modèle, l'appétit, l'hégémonie, etc. Néanmoins, ça s'est imposé parce qu'il y a une utilité évidente. Mais il y a un autre algorithme qui est l'algorithme de mise aux enchères des mots. Puisque vous le savez bien, le modèle économique de Google, qui, Frédéric Kaplan le rappelle dans cette résumé qu'on n'a pas pu étendre jusqu'à la fin, il dispose aujourd'hui de 40 milliards de dollars de cash, c'est-à-dire une fois ayant fait ces investissements qui sont très importants, avoir redistribué des dividendes, etc., il reste en très peu de temps d'activité. Google a accumulé 40 milliards de cash, et donc ça lui donne une force d'État quasiment. C'est pour ça qu'il peut aller voir la Bibliothèque nationale de France et mettre mon ami Bruno Racine dans une situation délicate, même Nicolas Sarkozy a condamné, etc. C'est parce qu'il a une capacité d'agir comme, je sais pas, l'ONU pourrait le faire peut-être, quoi. Donc c'est quelque chose de stupéfiant, mais surtout, je dirais que ça c'est en soi frappant, mais c'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est que en mettant les mots aux enchères et en intervenant sur cette mise aux enchères des mots, Google modifie ce que j'appelle, moi, en prenant un concept de Gilbert Simondon, les processus de transindividuation de la langue. La langue, c'est un processus dynamique en constante transformation. Et la transformation s'opère à travers des échanges interlinguistiques entre les individus, mais aussi à travers, par exemple, l'Académie française a été fondée pour réguler la vie de la langue. L'édit de Villers-Cotterêts, c'est politique de la langue. Il y a en ce moment un problème avec
la Catalogne, enfin un problème, disons qu'il y a un vote demain en Catalogne dont on ne sait pas ce qu'il va donner, mais qui est une réponse à ce que Isabelle de Castille a lancé à travers une politique de la langue castillane, etc. Donc, les politiques de langue ne sont pas des choses nouvelles, sauf qu'autrefois elles étaient entre les mains de la religion et des pouvoirs politiques. Aujourd'hui, la langue est entre la main d'un industriel planétaire hégémonique. Et ce qu'ajoute Kaplan, je m'arrêterai là parce que je ne vais pas rallonger son propos, ce qu'il ajoute de très important, c'est que, vous le savez bien, Google a mis en place des systèmes, c'est ce qu'il disait au début, d'aide à la correction orthographique. Vous tapez une question, alors d'abord il anticipe un certain nombre de vos questions, il vous fait des propositions. Il lui fait des propositions en fonction de son intérêt de vous faire consulter telle chose, parce qu'il y a des annonceurs derrière qui ont payé pour ça. Mais d'autre part, il le fait pour une autre raison, c'est que si vous faites trop de fautes d'orthographe, le moteur de recherche ne fonctionne plus. Le problème, c'est qu'en vous aidant à corriger comme ça automatiquement votre orthographe, il vous dysorthographie, c'est-à-dire qu'il vous fait perdre le savoir de l'orthographe. Donc il y a un paradoxe de Google, on pourrait dire, une limite fonctionnelle à tout cela, et qui se rapporte ça à ce que, si on avait eu le temps, moi je voudrais parler d'Adam Smith et de ce que Adam Smith décrivait déjà comme des externalités positives. Smith disait il y a des choses qu'on ne peut pas confier au marché. Parce que si on les confie au marché, on tue la négantropie dont le marché a besoin pour continuer à se développer. Donc Kaplan pose des problèmes de ce type-là, à travers ce qu'il appelle une économie de l'expression, qui est d'ailleurs une sorte de complément à ce que notre ami Alain Giffard appelle une industrialisation de la lecture, dans un livre qu'on a publié ensemble avec Christian Faure, ici présent. Voilà, grosso modo, ce qu'il dit, je pense que c'est extrêmement important, et comme vous l'avez peut-être entendu, il souligne que voilà, le monde universitaire n'est pas très sensibilisé à tout cela, et c'est quand même assez étonnant, parce que les lettres, c'est quand même la base de l'école. Or, les lettres aujourd'hui sont numériques, et c'est Google qui les transforme. Et on insiste aussi, disait Frédéric Kaplan, qu'il y a une régularisation de la langue, que les mots aient une valeur marchande. Il faut avoir toujours les mêmes mots, toujours les bons mots au même moment, et c'est pour ça cette correction automatique qu'utilise Google. Nous avons justement avec nous un professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris-Nord, spécialiste des industries culturelles. Bonjour Pierre Meuglin, à qui on pourrait demander peut-être tout à l'heure si justement cette régularisation de la langue n'est pas quelque chose qu'on a déjà connu au XIXe siècle, avec ce manuel qui servait aussi à normaliser l'orthographe. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une question tout à l'heure. En tout cas, tout à l'heure, Bernard Stiegler parlait de l'importance d'une approche systémique, et c'est ce qu'on va avoir avec vous, un angle plutôt socio-économique sur la question. C'est vrai que toute la vie scolaire s'est organisée autour de ce manuel papier depuis plus de 2 siècles. Alors, qu'est-ce qui va en prendre la place? Quelles sont les conditions économiques et pédagogiques, bien sûr, qui pousseraient à tel dispositif plutôt qu'à tel autre? On pense aux plateformes, aux espaces personnels de travail. Qu'en disent les éditeurs, qui sont les premiers, ou en tout cas qui sont aussi concernés? Autant de questions auxquelles vous allez tenter de répondre avec nous. Tout ça suppose le développement d'un nouveau secteur éditorial mis au service de cette société savante dont vous parlez souvent, Bernard Stiegler. La politique de développement des TIC, encore une fois, des technologies de l'information et de la communication à l'école, a surtout pris la forme d'une vague d'équipements en matériel à l'école et en logiciel, mais est-ce davantage l'institution scolaire qui a informatisé l'école avec une politique volontariste, ou les industriels du secteur qui avaient d'emblée des offres à faire valoir? Écoutez, je vais essayer de répondre à toutes vos questions en 5 points, si vous voulez bien. Le premier, c'est peut-être le moment d'y répondre tout de suite, sur la question de la normalisation, qui fait écho à la fois à ce qu'a dit Kaplan et ce qu'ont dit Kaplan et Stiegler tout à l'heure. Il est exact qu'en effet, on a toujours intérêt à regarder ce qui s'est passé avant, et en particulier, comme vous l'avez signalé, il est exact qu'entre 1830 et 1870, c'est-à-dire en 40 ans, l'école moderne s'est construite, voulue d'ailleurs par un ministre qui s'appelait Guizot, sous la monarchie de Juillet. Cette école s'est construite autour et grâce au manuel scolaire. Et grâce au manuel scolaire, la première incidence de l'école, ça a été de normaliser la langue. Et si Guizot voulait normaliser la langue, c'était pour une raison très simple, c'est que héritier infidèle, mais héritier quand même de la Révolution française, il voulait nationaliser l'éducation. C'est-à-dire il voulait combattre les dialectes, les différences régionales, etc. Autrement dit, l'éducation moderne est contemporaine de l'apparition d'un État moderne, avec un corps de professeurs qui vont bientôt devenir des instituteurs, qui vont bientôt devenir des fonctionnaires, qui vont donc représenter l'État.
Et puis aussi avec l'édition moderne, car le premier manuel scolaire, enfin, un des tout premiers manuels scolaires, à être commandé par l'administration Guizot, c'est un cours, un premier alphabet. Il est diffusé en 3 ans, entre 1833 et 1836, à 3 millions d'exemplaires. Et je ne sais pas si vous savez qui était l'éditeur de ce manuel, bah, c'était quelqu'un qui s'appelait Hachette. Donc en fait, on voit bien comment, aujourd'hui, on est dans un processus de normalisation qui ressemble à celui qui a eu lieu au début du XIXe siècle, avec d'ailleurs le rôle, comme le rappelait Bernard tout à l'heure, le rôle dévolu à l'Académie française, mais c'était l'Académie de la France à l'époque. Le rôle dévolu à une structure nationale de dire quelle était la bonne graphie, l'orthographe. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous permettrait à nous, profs, chercheurs, décideurs, c'est la question de Henriette Souképi, qu'est-ce qui nous permettrait à nous de peser sur le processus de normalisation? Ça, c'est une question importante, et je pense que Bernard y répond en partie en disant faisons confiance à Google, il est lui-même empêtré dans un certain nombre de contradictions. Alors, comment profiter de ces contradictions? Deuxième réponse à votre question, il faut d'abord, pour essayer d'apporter une réponse à la question de savoir comment peser sur les processus de normalisation, il faut comprendre ce qui est en jeu à travers le numérique. Et je pense que ce qui est en jeu à travers le numérique, c'est 2 choses. La première, c'est la récapitulation, la reprise de tout ce qui s'est fait antérieurement. Car le numérique, c'est du son, c'est du texte, c'est de l'image, c'est de la musique, c'est toutes sortes de choses. Bref, c'est en quelque sorte la synthèse de tout un ensemble de supports antérieurs qui avaient leurs modèles économiques. Moi, je travaille plutôt dans le domaine de l'économie, donc j'aurais plutôt tendance à m'inscrire sur une réflexion dans le domaine de l'économie, mais aussi en termes anthropologiques, en termes d'expérience, de cadre d'expérience de la réception. Donc ça, c'est le premier aspect. Le numérique récapitule en quelque sorte tout ce qui s'est fait avant lui. Mais il y a quand même des éléments nouveaux. Alors, il a été dit précédemment, Bernard Stiegler, je pense que Kaplan l'aurait dit si on l'avait entendu, l'économie contributive. Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut même encore aller plus loin. Moi, je pense que, et partir de choses simples, le numérique, c'est la possibilité donnée à des usagers d'intervenir sur un document. Cette possibilité, elle a 3 conséquences. La première, c'est qu'elle donne à l'usager l'impression, et je dirais même à certains égards l'illusion, qu'il peut tout savoir. C'est très important. Mon voisin disait tout à l'heure qu'il faut se méfier justement des grandes illusions, en quelque sorte. Ou bien le petit Nicolas de Julie Gacon tout à l'heure, qui était tout fier d'avoir son ordinateur. Pardon ? Il était très grand. Oui, voilà. Et il était tout fier d'avoir un ordinateur, mais sans doute que derrière sa fierté, il y avait l'idée que, grâce à l'ordinateur, il avait accès à tout le savoir du monde. C'est un processus qui est inscrit dans notre modernité. Il y a un économiste, un sociologue qui s'appelle Max Weber, qui a posé la question de savoir quelle était la différence entre l'Autanto et l'homme moderne face au tramway. L'Autanto, il ne comprend pas ce que c'est que le tramway et il invente un récit magique pour un hymiste, pour expliquer qu'il y a une force interne qui fait se mouvoir le tramway. L'homme moderne, dit Max Weber, ne le sait pas plus. Il ne sait pas plus comment marche le tramway, mais il sait, c'est la phrase de Weber, que pourvu qu'il le veuille, il peut savoir. Mais c'est une illusion. C'est une illusion dans le cadre d'Internet ou de Wikipédia même. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cette capacité que l'usager a d'intervenir sur l'objet fait que l'objet lui-même, il est en permanence augmentable. C'est-à-dire que derrière ce que je vois, derrière l'image que je vois, derrière le texte que je lis, il y a d'autres textes et d'autres images que je peux convoquer. Avec cette idée que, dans le fond, chaque document qui est mis à notre disposition, il s'inscrit dans une chaîne de signification, et c'est là le rôle de l'éducation, de à la fois ouvrir la chaîne, mais en même temps de dire maintenant on arrête. Troisième élément, il faut en effet savoir arrêter. Car le propre de l'éducation, c'est d'être encyclopédique. Et le propre de l'encyclopédie, c'est de faire cercle, au sens étymologique du terme. Sinon, on a des univers de savoir en expansion, et en expansion infinie. Et ça, c'est un problème, parce que c'est un facteur énorme de paralysie. Troisième thèse que je voudrais défendre en réponse à la question que vous m'avez posée, je pense que les éditeurs n'ont pas pris, les éditeurs et un certain nombre d'acteurs du
système, n'ont pas pris la mesure de ce qui est en jeu. Regardez les termes qui sont employés. On parlera de cartable numérique. On parlera de tableau interactif. On parlera de bureau personnel. Mais à chaque fois, on retrouve, métaphorique, mais quand même, on retrouve les vocables de l'ancienne culture, des anciens modèles éducatifs. Encore une fois, je pense qu'il faut aller plus loin. Et la question de savoir comment faire pour aller plus loin, eh bien, ça sera ma quatrième réponse, c'est que je pense qu'il faut d'abord éviter de parler du numérique, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, ou des TIS, ou des technologies comme un ensemble indifférencié. En réalité, quand on regarde de près les choses, on s'aperçoit que, et on va retrouver là ici les contradictions de tout à l'heure, on s'aperçoit que le secteur des industries éducatives est composé de 5 grandes filières industrielles qui sont en concurrence, qui ont des modèles économiques, qui ont des types de produits, qui ont des relations aux apprenants qui sont très différentes. Et d'ailleurs, de façon très curieuse, 4 de ces 5 filières sont nées entre 1809 et 1840. La première, je l'ai dit, c'est le manuel scolaire. Le manuel scolaire a été inventé au début du 19e siècle. Avant, il y avait autre chose. Il y avait des textes, il y avait des anthologies, il y avait des romans, mais ce n'était pas des manuels scolaires. Le manuel scolaire est inventé pour l'enseignement collectif et simultané. Alors, le manuel numérique, c'est le successeur du manuel scolaire. Deuxième filière, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'informatique pédagogique. Mais au départ, en 1809, un brevet a été déposé aux États-Unis, le premier brevet, c'est la machine à enseigner. La machine à enseigner, c'est-à-dire le tuteur qui, sans se lasser, répète en permanence, fait faire les exercices. Ça, c'est toute l'informatique pédagogique d'aujourd'hui. Le troisième secteur, c'est la formation à distance, contemporaine d'ailleurs de l'invention du timbre-poste, du one penny plaque. Il y a un Anglais qui s'appelle Pitman, qui en 1840 invente en fait le premier institut de correspondance. Et pourquoi est-ce contemporain du timbre? Parce qu'il faut qu'il y ait des timbres, c'est-à-dire un paiement par l'émetteur et pas par le récepteur, un système postal moderne, etc. La formation à distance. Et puis, quatrième secteur, ce qu'on appelle aujourd'hui le ludo-éducatif, mais dont on peut dire que le magasin pittoresque, en 1833, a été le précurseur en France. En Grande-Bretagne, c'était un peu avant. Le ludo-éducatif. Ces 4 secteurs-là, comme vous le voyez, par exemple, suppose de la part de celui qui conçoit le produit un statut très différent. Le manuel scolaire a un auteur et le manuel répond à un projet éditorial qui est un auteur avec un éditeur. L'informatique pédagogique ne répond pas à un projet éditorial, elle répond à un autre projet, un projet d'apprentissage. La formation à distance n'a pas d'auteur, pas du tout d'auteur, mais elle répond. À chaque fois, vous voyez, ces 4 filières sont différentes. Puis il y a une cinquième filière qui a été inventée beaucoup plus tardivement, moi je vais remonter, mais Serge Poulajou qui est au premier rang pourrait peut-être là-dessus compléter ce que je dis, mais je pense qu'elle a été inventée dans les années 60 et elle se traduit aujourd'hui par ce qu'on appelle les systèmes d'intermédiation. Dans les années 60, on a inventé les mallettes pédagogiques, ces ensembles, les réseaux d'établissements dans les établissements scolaires, qui rassemblent des ressources différentes et qui les mettent à la disposition des enseignants. Et ce sont ces éléments-là, ces systèmes-là, qui en fait, à mon avis, et ce sera ma 5e thèse, ce sont à mon avis ces systèmes-là qui actuellement vont jouer le rôle déterminant, bien plus que le manuel scolaire dont vous parliez tout à l'heure, et qui en fait est en perte de vitesse. Ce sont ces systèmes d'intermédiation, ce sont ces systèmes qui s'interposent entre les ressources et les usagers, c'est-à-dire ces systèmes qui permettent aux usagers d'inscrire leurs connaissances dans des chaînes de savoir, mais dans des chaînes de savoir contraintes, qu'il faut contraindre. Ce sont ces systèmes-là qui prennent aujourd'hui le pouvoir. Et c'est pas hasard. On parle de Google, Google en fait partie d'une certaine façon. Nous, dans notre domaine, dans le domaine de l'éducation, ces systèmes-là, ils s'appellent les plateformes en particulier. Ils s'appellent aussi les learning centers. Mais je pense que cette logique de l'intermédiation, elle se cristallise surtout sur les plateformes pédagogiques, les plateformes de ressources. Et là, je crois qu'il y a un enjeu majeur, parce qu'il y a des plateformes publiques, il y a des plateformes privées, il y a des plateformes qui sont des plateformes produites par des éditeurs ou par des anciens acteurs, il y a des plateformes qui s'autonomisent, et là est l'enjeu en termes d'économie politique, savoir qui a la propriété des plateformes. Dites-moi qui se situe entre moi et le savoir, et je vous dirai qui a le pouvoir. Merci Pierre Mauglin. Le marché scolaire éditorial est donc
énorme, on va dire. C'est un marché public, donc l'État a de grands moyens de prescription. Encore faut-il qu'il mène une politique volontariste. Ça sera sûrement l'objet de notre discussion après la dernière intervention que nous voulions très générale, un regard très extérieur sur ces questions. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Marc Lévy-Leblond. Bonjour. Vous êtes donc physicien, vous êtes professeur à l'Université de Nice et directeur de la revue Alliage, donc votre regard est à replacer dans un contexte plus large, celui de la culture scientifique en général et de l'histoire de la technique. Sur ces techniques ne vont pas l'une sans l'autre, en tout cas ne vont plus l'une sans l'autre. Vous avez réfléchi sur le temps de la science, le temps de la technique, jusqu'à, disons au moins, la fin du 19e siècle, après chaque découverte ou chaque innovation, eh bien, il fallait du temps pour que se mette en place l'usage de cette nouvelle technique. Mais on l'a dit tout à l'heure, avec ces nouveaux outils numériques, le rapport au temps est évidemment complètement bouleversé. On a l'impression que tout se crée en temps réel et que les natifs de l'ère informatique n'ont aucun mal, eux, à s'y adapter. Rien à voir avec les processus qui ont accompagné l'invention de l'imprimerie, vous le disiez Bernard Stiegler, mais aussi de l'écriture. On en trouve les premières traces de l'écriture dès le 3e millénaire avant notre ère, mais la lecture silencieuse ne se généralise que bien plus tard, et notamment c'est en lisant Saint-Augustin qu'on s'aperçoit, donc c'est à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, qu'on s'aperçoit à quel point il est stupéfait de voir quelqu'un lire dans sa tête. La lecture silencieuse, c'était encore pas très nouveau. Voilà, donc l'écriture numérique, elle bouleverse tous les savoirs académiques, l'histoire, la géographie. Frédéric Kaplan, à l'École Polytechnique de Lausanne, en a fait l'objet de ses travaux, mais aussi et surtout la physique contemporaine, les neurosciences, les mathématiques. Vous allez donc, monsieur, nous parler de tout ça, mais aussi, puisque c'est l'objet de l'un des derniers dossiers de la revue Alliage, eh bien de cette nouvelle ère qui s'est ouverte par le numérique pour les amateurs, puisqu'avec Internet, le public est désormais partie prenante de l'action. Merci. Oui, je voudrais peut-être reprendre quelques-unes des idées qu'a esquissé Bernard Stiegler au début pour replacer ce débat dans un cadre plus général, faute de quoi il me semble que nous risquons de ne pas bien le comprendre. Je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que toute cette discussion autour du numérique est à penser dans le cadre de 3 ruptures fondamentales. La première, je vais aller du général vers le particulier, la première c'est, me semble-t-il, une rupture anthropologique, double, qui n'est pas spécifique du numérique, qui n'est pas spécifique des dernières années, mais qui est moderne, qui remonte, me semble-t-il, grosso modo à un peu plus d'un siècle. Cette rupture anthropologique, c'est, premièrement, le fait que nous sommes désormais entourés d'objets techniques qui sont surpuissants par rapport à ce que nous leur demandons. Ça, c'est extrêmement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pendant des millénaires, les objets dont nous disposions, pour des tâches, y compris quotidiennes, banales, ne fonctionnaient pas assez bien. Imaginez ce que c'est que d'être, par exemple, dans la Grèce antique, et d'avoir tout simplement à accomplir les gestes quotidiens d'hygiène pour vous raser, messieurs, pour vous maquiller, mesdames. Vous n'avez pas de miroir autre que des miroirs en bronze dépolis, peu efficaces, pour se raser des coquilles d'huîtres ou des morceaux de verre. J'imagine les coupures que ça pouvait engendrer. Je prends cet exemple un peu ridicule, mais pour dire qu'il y en a toujours été ainsi dans toute l'histoire de l'humanité. Les couteaux ne coupaient pas assez bien, les moyens de transport n'allaient pas assez vite, et voilà que nous avons basculé depuis, je crois, à peu près un siècle, dans une ère tout à fait nouvelle, où la plupart de nos objets techniques sont capables d'en faire beaucoup plus que ce que nous voulons, ou que même ce que nous avons le droit d'en faire. Vous avez des voitures qui peuvent rouler à 180 à l'heure, alors que vous n'avez pas le droit de dépasser le 130 sur autoroute ou le 50 en ville. C'est tout à fait curieux, d'une certaine façon, de continuer à vendre des voitures pour leurs performances, alors que ces performances sont interdites. Et évidemment, cela n'a fait que s'amplifier avec les nouveaux objets technologiques, les ordinateurs, les téléphones portables, les appareils photographiques numériques sont utilisés dans une fraction très limitée de leur potentialité. Eh bien, je pense que nous n'avons pas encore pris la pleine mesure de ce que ça veut dire que d'être entouré d'un monde d'objets qui sont capables d'en faire beaucoup plus que ce que nous en faisons en fait. Le deuxième aspect de cette rupture anthropologique, c'est que la vitesse de l'innovation est aujourd'hui plus rapide que la vitesse de renouvellement des générations. Et ça, c'est encore plus récent, c'est sans doute aussi
le début, même la moitié du XXe siècle. Prenez le train par exemple, objet emblématique du XIXe siècle, il faut à peu près 3 générations pour que le réseau ferré, d'abord limité à des tout petits morceaux de voie, Paris-Orléans, c'est bien connu, se généralise à l'ensemble du territoire, ce qui donne un temps de maîtrise, d'apprentissage, de domestication qui s'étend sur plusieurs générations, qu'on a le temps de s'accoutumer à cet objet, non sans mal d'ailleurs. Il y a eu des débats épiques au XIXe siècle sur l'arrivée du train dans les villes, que je n'ai pas le temps de vous raconter. Eh bien, désormais, c'est pour chacun d'entre nous, et sans doute pour les plus âgés d'entre nous, dont je fais partie, le fait que dans une vie, nous voyons un renouvellement massif des technologies auxquelles nous recourons. Moi, je me souviens que dans mon enfance, ça remonte au début des années 50, je n'avais pas le téléphone à la maison, mes parents n'avaient pas de voiture. Le téléphone ne se généralise dans la population française que tardivement, grosso modo dans les années 70. Ça ne fait pas si longtemps que ça à l'échelle historique. Donc là encore, une disjonction temporelle entre le temps de vie, qui d'ailleurs s'est allongé, lui, et le temps de renouvellement des objets techniques qui nécessairement a des effets anthropologiques très profonds que je crois nous ne mesurons pas encore assez bien. Deuxièmement, une rupture techno-économique, là encore depuis en gros un siècle, mais qui s'est approfondie dans les temps récents. C'est que les techniques les plus évoluées, les plus élaborées, les plus sophistiquées ont jusqu'à une période récente été des techniques liées à la sphère de la production. C'était les machines qui servaient à produire des biens. C'est pas la machine Jacquard, par exemple, pour apprendre pour tisser, ou tout simplement la machine à vapeur, quand elle apparut au XIXe siècle, n'appartient que au domaine de la production pré-industrielle, puis industrielle. Personne n'a de machine à vapeur chez soi, dans son intérieur domestique. Et dans la sphère purement domestique, il y a beaucoup plus de ressemblances entre un intérieur parisien bourgeois du milieu du XIXe siècle et un intérieur romain que entre cet intérieur parisien et le nôtre aujourd'hui. Pas d'eau courante, pas d'éclairage public. En un siècle et demi, les choses ont complètement changé et la technique a envahi nos espaces domestiques, ce qui n'a pas été le cas pendant des millénaires auparavant. Ce faisant, évidemment, elle passe de la sphère de la production à la sphère de la consommation en devenant un objet marchand individuel. Et nous sommes dans cette étape-là où la technique fait partie du marché et en est un élément absolument capital. Je répète les exemples, la machine à vapeur, le moteur électrique pour le XIXe siècle, personne n'en achète sauf les producteurs au sens propre. Et bien aujourd'hui, en revanche, le téléphone, la voiture, etc., sont passés dans le domaine du marché tout à fait individuel. Troisième rupture, plus particulière, mais je parle de ce qui me concerne au premier chef, une rupture épistémique dans le domaine même de la production du savoir. Le numérique, double là encore. Le numérique d'abord induit une transformation profonde de la conception même de l'activité scientifique. Nous vivons sur une représentation de l'activité scientifique comme dipolaire, théorie, expérience. Structure pas si ancienne que ça d'ailleurs, je me permets d'attirer votre attention là-dessus, la notion même d'expérimentation comme source de production du savoir est contemporaine essentiellement de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Elle en est constitutive d'ailleurs. Jusque-là, pour faire de la science, pour accumuler du savoir, on observe ce qui se passe dans la nature, on regarde une pierre tomber. Et c'est quand Galilée, au lieu de regarder les pierres tomber, ce qui est extrêmement difficile à analyser évidemment, parce qu'elles ne tombent pas de la même façon que les feuilles mortes par exemple, quand Galilée construit des instruments pour faire rouler des petites billes sur des plans inclinés de façon à ralentir leur chute et à examiner de façon artefactuelle ces phénomènes naturels, qui ne le sont plus vraiment, du coup, d'ailleurs, que l'on entre dans cette ère de la théorie et de l'expérience. Mais voilà maintenant que depuis l'avènement justement du numérique et des outils informatiques,
un troisième aspect se matérialise, c'est le monde de la simulation. Je me souviens, moi là encore, quand j'étais jeune étudiant, l'arrivée des ordinateurs dans les laboratoires qui faisait que là où des gens qui étudiaient par exemple la physique des liquides, dans cet exemple-là, étaient soit des expérimentateurs qui montaient des expériences, regardaient le comportement de l'eau ou du mercure dans différentes conditions de température, etc., etc., d'un côté, et d'autre part, des théoriciens qui examinaient les équations de Navier-Stokes, très compliquées, essayaient de les résoudre tant bien que mal, ont vu arriver à leur disposition des ordinateurs qui ont permis de simuler le comportement des liquides, de modéliser les interactions entre les molécules. Mais alors c'est quoi ça? C'est de la théorie et de l'expérience. Je crois que force est, si on y réfléchit, de constater que c'est ni l'un ni l'autre, c'est une procédure totalement neuve de rapport au réel qui a à la fois un rapport avec la matérialité des phénomènes qu'on étudie et en même temps un rapport avec leur formalisation, avec leur symbolisation, mais qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Pour reprendre l'exemple de la simulation des phénomènes moléculaires, je me souviens de la réaction d'un très grand physicien du milieu du XXe siècle, qui s'appelait Eugène Wigner, à qui certains de ses jeunes collègues viennent montrer les résultats d'une simulation. Ils disent, regarde, c'est formidable parce que les résultats que nous donne l'ordinateur sont tout à fait comparables à ce que nous espérons, à ce qui peut se comparer à l'expérience. Et Wigner leur dit, ça prouve que l'ordinateur a compris, mais vous. Et effectivement, c'est une question qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire que le développement de ces techniques de simulation n'entraîne pas nécessairement des formes de compréhension au sens conceptuel du terme, ce qui ouvre un grave problème, un très sérieux problème épistémologique. Cette structure tripolaire, donc théorie, simulation, expérience, me semble-t-il, devrait faire l'objet de réflexions tout à fait nouvelles. Vous savez d'ailleurs que les biologistes en particulier distinguent aujourd'hui les expériences in vivo, in vitro et in silico. On voit bien l'apparition de ce troisième terme. Deuxième aspect de cette rupture épistémique, que je ne prendrai pas beaucoup de temps pour en parler, mais puisqu'on m'y invite, j'en dis un mot, c'est la possibilité, je dis bien la possibilité, parce que les choses ne sont pas réglées, d'un renouveau de l'amateurisme scientifique sous ses formes les plus profondes. Et de ce que je préférerais appeler, avec Bernard Stiegler d'ailleurs, l'amatorat scientifique, pour lui donner une connotation un peu plus profonde. Vous savez que pendant longtemps, la professionnalisation même du milieu scientifique n'était ni définitive ni générale, et qu'il a existé dans beaucoup de domaines, dans les sciences de la vie en particulier, des gens dont ce n'était pas véritablement le métier et la profession, mais qui ont contribué grandement à l'avancement des connaissances. Je me rappelle, par exemple, s'il s'agit de chimie, que Lavoisier n'était pas un professionnel, son métier était d'être collecteur d'impôts, fermier général, c'est ça qui a coûté sa tête d'ailleurs, et que s'il faisait de la chimie, c'était à titre privé, chez lui, non pas dans une université, ni dans le cadre d'aucune institution, même pas l'académie. On pourrait dire que Lavoisier était un amateur. Évidemment, l'institutionnalisation et la professionnalisation de la science au cours du XIXe siècle ont réduit petit à petit les amateurs à la portion congrue, d'abord à certains domaines des sciences de l'observation, l'entomologie, la mycologie, l'astronomie a persisté. Vous savez qu'aujourd'hui, les comètes sont découvertes essentiellement par des amateurs parce que les professionnels n'ont pas le temps d'utiliser les moyens énormes qu'ils ont à ces fins-là, ça serait peu rentable. Mais ce champ de l'amateurisme s'est réduit. Aujourd'hui, avec le numérique, s'ouvrent de nouvelles possibilités que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui permettent des véritables participations, on pourrait dire, de la science participative, y compris dans des domaines qui jusque-là semblaient totalement réservés aux professionnels, en biologie moléculaire ou en physique des particules, par exemple. Alors, cela va-t-il se développer? Je n'en sais rien. N'y a-t-il pas là aussi des risques réels, c'est-à-dire risques d'utilisation
d'une main-d'œuvre non seulement au marché, mais gratuite par les professionnels, c'est un véritable problème qui se pose. Toujours est-il qu'il y a un champ un peu nouveau dans ce domaine-là. J'ajouterai à ces trois ruptures un paradoxe qui vient les prendre peut-être en bien et relativiser ce que je disais. C'est que nous sommes aujourd'hui extrêmement préoccupés, et notre réunion d'aujourd'hui en est un exemple, par l'apparition du nouveau, par l'innovation scientifique ou technique, et que nous focalisons notre regard sur ce qu'il y a de plus neuf dans notre environnement. Et probablement, en ce faisant, avons-nous tendance à oublier ce qu'il y a d'ancien et qui est en permanence autour de nous. Sur ces tables, il y a un ordinateur, mais je vois que la plupart de mes collègues sont en train d'écrire sur du papier avec des stylos ou même des crayons. Autrement dit, les nouvelles technologies ne suppriment pas les anciennes. Elles leur donnent probablement un autre rôle, peut-être permettent-elles d'ailleurs de les utiliser à meilleur escient, et je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ça, à cette coexistence, et porter attention à la persistance de ces technologies anciennes autour de nous. Il y a un très beau livre, je fais un peu de publicité par avance, d'un grand historien des sciences et des techniques anglais qui s'appelle Samuel Edgerton, livre qui va paraître en français dans 3 mois, sous le titre « Quoi de neuf ?» et qui met l'accent sur cet aspect-là, avec de nombreux exemples tout à fait troublants, comme par exemple le fait que dans la plupart des grandes villes asiatiques aujourd'hui, le moyen de transport qui se développe le plus rapidement et qui est le plus efficace, c'est le pouce-pouce. C'est-à-dire la traction humaine, alors qu'il ne se fait plus à bras mais à pédale, les cyclopouces, on voit quelques exemples dans Paris, mais ce sont des objets qui sont plus modernes à certains égards que des taxis avec des voitures et des moteurs à explosion. Et il multiplie les exemples de ce genre-là. Et donc je crois que, et on rejoint, je conclurai là-dessus, les questions de l'école, c'est-à-dire que l'intérêt, ça a été dit d'ailleurs par certains de mes prédécesseurs, l'intérêt tout à fait justifié et indispensable pour les nouvelles technologies ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de maintenir notre intérêt pour les anciennes, y compris dans le cadre éducatif, et de nous poser quand même quelques questions. Par exemple, sur la nouveauté de cet intérêt de l'école. Comment se fait-il que jusqu'ici, la plupart des apprentissages techniques n'aient pas été le fait de l'école? Apprendre à conduire, ça ne s'est jamais fait dans l'école. Je dis ça parce qu'il y a un petit événement récent intéressant où Ségolène Royal a voulu permettre l'apprentissage de la conduite dans des établissements secondaires, levée de bouclier évidemment des auto-écoles, on peut comprendre, avec des lobbies dans tous les coins, mais on voit bien qu'une question qui pourrait paraître élémentaire, pourquoi une compétence qui est une compétence quasiment indispensable à la vie quotidienne n'est pas enseignée dans le cadre scolaire. Même chose pour la frappe dactylographique, que les enfants apprennent spontanément maintenant sur leurs ordinateurs. Ce n'est pas l'école qui leur apprend à taper la machine. D'ailleurs, à propos de taper sur clavier, on a un bel exemple de coexistence de l'ancien et du nouveau. On a encore des claviers QWERTY ou AZERTY qui remontent à plus d'un siècle et dont les conditions de naissance et de justification sont tout sauf rationnelles. Donc, il y a bien le Minitel qui avait essayé de mettre un clavier alphabétique, ce qui n'est probablement pas beaucoup plus rationnel, mais ça n'a pas marché. Bien. Et donc, c'est une question peut-être qu'il faut se poser, de savoir pourquoi l'école aujourd'hui devrait prendre en charge des apprentissages techniques, ce qu'elle n'a pas tellement fait, ou pas du tout fait jusqu'à présent. Deuxième question du même ordre, et qui a été posée d'ailleurs, comment établir un rapport entre l'apprentissage scolaire et l'auto-apprentissage spontané de plus en plus répandu. Les enfants apprennent l'informatique, le maniement des techniques numériques tout seul aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut pour. Quel rôle peut jouer l'école dans cette affaire-là? Est-ce qu'elle n'arrive pas derrière, trop tard, après coup? Je ne le crois pas, parce qu'elle a un rôle fondamental à jouer qui n'est pas joué par les moyens disponibles spontanément, qui est tout simplement
un rôle critique. C'est-à-dire, et je rejoins aussi ce qui a été dit jusqu'à présent, s'il ne s'agit que d'apprendre la manipulation d'objets techniques, je ne suis pas sûr que l'école soit nécessaire. S'il s'agit d'apprendre la maîtrise de ces objets techniques, c'est-à-dire savoir ce qu'on peut faire avec, mais ce aussi pourquoi ce n'est pas nécessaire. Là, je vous donne juste un exemple que je vis quasiment tous les jours avec une de mes petites filles qui est actuellement en première. Quand je fais des exercices de maths avec elle, et que là, une addition à faire, hop, elle attrape sa calculette. J'arrête sa main en l'air et je lui dis, écoute, franchement, pour calculer 38 plus 14, tu n'as pas besoin de ta calculette. Repose-la. Et donc, le développement de techniques anciennes, pré-numériques, il y a un petit paradoxe, hein, parce qu'il n'est pas sûr que les technologies numériques soient un bon atout pour la culture numérique. Au contraire. Ça me paraît effectivement une tâche de l'école, savoir ce à quoi ça ne sert pas. Et donc cette dimension critique du bon usage, d'une part, mais aussi de la fiabilité. Qu'est-ce qu'on peut, en quoi, alors ça c'est une question qui est débattue en permanence autour de Wikipédia. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on ne peut pas? Quels sont les outils qu'on peut se donner pour juger cette affaire-là? Ça me semble là, pour le coup, quelque chose de tout à fait capital pour l'école. Merci Jean-Marc Lévy-Leblanc. On va continuer la discussion notamment avec vous si vous avez des questions à poser. Je voyais tout à l'heure une main qui se levait. Alors Carl et Sébastien, on va faire passer des micros. Peut-être pour réagir à vos propos, monsieur Lévy-Leblanc, vous disiez qu'aujourd'hui les élèves apprenaient tout seuls à se servir de ces technologies, mais les professeurs aussi apprennent tout seuls à s'en servir. Aujourd'hui, ça pose la question évidemment qu'on a évoquée de la formation des enseignants, qui est un préalable essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce qu'on est dans l'auto-formation? Et comment est-ce qu'on fait pour former des maîtres aux disciplines transformées par l'écriture numérique avec des professeurs qui n'ont pas été formés eux-mêmes? Peut-être qui veut répondre, et puis on peut demander si vous avez des questions à poser. Bernard Stiegler? Je pense que pour répondre à ces questions, il faut faire, si je puis dire, une généalogie des technologies de savoir. Par exemple, l'écriture et la lecture, vous êtes dans l'obligation de l'intérioriser parce que, si j'ose dire, excusez-moi, je mets des guillemets, la machine qui décode, c'est vous, quand vous lisez un livre. Si vous n'avez pas machinisé le fonctionnement d'une partie de votre cortex qui articule vos yeux, vos mains et vos oreilles avec des circuits nouveaux, ce qui prend quand même une quinzaine d'années pour que ça fonctionne, il ne se passera rien. Si vous chantez, vous êtes cantatrice d'opéra, par exemple, vous devez travailler votre instrument tous les matins, en essayant de ne pas péter une corde, ce qui n'est jamais évident. Mais quand vous jouez du saxophone, vous n'avez pas besoin de préparer l'instrument, parce que... Voilà, donc il faut rentrer dans les détails très très près. Et tout ça, moi j'appelle ça les contraintes d'organologie. La science organologique, c'est la science des instruments de musique, mais aujourd'hui les instruments de savoir, à l'IRIM, on appelle ça l'organologie des savoirs. Alors, tout cela pose des problèmes, je dirais, pratiques, et alors de psychologie du développement de l'apprenant, on pourrait dire. Hein. Si on voulait parler de ça sérieusement, il faudrait parler de Piaget, de Vygotsky, de toutes sortes de gens qui ont étudié ça de très près et qui reviennent à la mode, surtout Vygotsky en ce moment. Marianne Wolf, par exemple, travaille beaucoup sur Vygotsky, les hypothèses de Vygotsky. Mais par ailleurs, il y a une autre question qui, je dirais, alors là peut-être un peu plus, je voudrais dire même métaphysique. C'est un peu, alors là, je parle de ma position de base sur toutes ces questions d'ailleurs. Moi j'ai soutenu il y a une vingtaine d'années une thèse, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé la métaphysique de Platon, la métaphysique au sens où Kant encore parle du mot, emploie le mot métaphysique et le mot de Leibniz par exemple, etc. Donc ce qui désigne une façon illusoire, disons, de philosopher. C'est un peu sommaire de présenter des choses comme ça, mais grosso modo, c'est quand même un peu l'esprit de cette désignation du mot métaphysique. Je soutiens, moi, que cette métaphysique repose sur l'impasse faite sur les conditions techniques de constitution des savoirs. Et les savoirs numériques, par exemple, si aujourd'hui on veut et on doit les enseigner, alors évidemment, je suis absolument d'accord avec ce que disait Jean-Marc Lévy-Leblanc, la question n'est pas aujourd'hui d'apprendre aux gens à servir des ordinateurs et tout ça. Pourquoi pas? Mais je dirais que c'est pas du tout la question qui se pose. La question, c'est de l'amener à
c'est de les amener à réfléchir sur les conditions de production de processus de transindividuation à l'époque du numérique. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord savoir ce que l'imprimerie a fait à la langue, ce que l'alphabet a fait à la langue, ce que l'écriture a produit comme condition de la géométrie. Je me suis énormément appuyé sur Husserl, qui, voilà, au départ, philosophe des mathématiques, de l'arithmétique, et puis ensuite de la géométrie, qui, à la fin de sa vie, a posé, sans écriture, pas de géométrie possible. Bon. Et voilà, alors toutes ces questions-là, on ne peut pas les généraliser, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en avoir une approche détaillée. C'est pour ça que j'avais proposé, d'ailleurs, il y a 3 ans, avec Julien Gauthier, de venir inviter Denis Cambouchner au théâtre de la Colline, Ars Industrialis, et à la fin de son intervention, j'avais proposé maintenant on ne donne plus l'agrégation, module ou ailleurs, à des mathématiciens qui ne connaissent pas l'histoire des conditions techniques de leur discipline. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne les connaissent pas. Et c'est un très très gros problème. Parce qu'à partir du moment où le numérique arrive, ils sont totalement démunis. Et donc voilà, il y a une espèce de généalogie à faire au sens où Michel Foucault avait entrouvert ces questions-là, mais à peine par rapport à l'énormité de la chose. Pierre Noblin, vous souhaitiez réagir? Pendant ce temps, est-ce qu'on peut porter le micro au jeune homme qui est... Non, vous ne voulez pas intervenir, le jeune homme en moi. Si, voilà. Merci. Pierre Noblin. Pour reprendre et rentrer dans le sens de ce que vient de dire Bernard Stiegler, et ensuite pour répondre d'une autre manière à vos questions. En fait, d'une certaine façon, on pourrait dire autrement la même chose: il n'y a pas de connaissance en soi. Ça, c'est la grande illusion. Il n'y a pas de connaissance en soi, il n'y a jamais que des connaissances médiatisées. Et ce sont les conditions de la médiatisation de la connaissance, c'est-à-dire à la fois de la production de la connaissance et de son l'accès à la connaissance, qui font l'apprentissage. Donc, d'où l'importance de ne pas s'en tenir au contenu, mais de s'attacher de près aux modalités. Alors, sur la question de la formation des enseignants, qui d'ailleurs rejoint aussi la question qui a été évoquée tout à l'heure des digital natives. Les enseignants ne sont pas formés actuellement à cela, ça ne figure pas dans les cursus. En revanche, quand on regarde comment les choses se passent, ils se forment quand même. Ils se forment par, je dirais, 2 ou 3 biais. D'abord, ils se forment par leur expérience domestique. Quand l'ordinateur rentre à la maison, c'est-à-dire quand le père de famille a un ordinateur, il se trouve que quand ce père de famille est en plus enseignant, il est capable de servir de l'ordinateur et il s'en sert en classe. Donc il y a une sorte de détour par le domestique qui est important. Le problème, c'est que les usages domestiques de l'ordinateur et les usages scolaires de l'ordinateur, ce n'est pas les mêmes. Et il y a un décalage. L'autre élément qui est aussi très important, c'est que, en fait, quand on regarde comment se forment les enseignants, on voit qu'ils se forment sur des sites spécialisés. Mon voisin en a un, il y en a d'autres, d'ailleurs avec des orientations différentes, et c'est très important qu'il y ait je sais pas, le café pédagogique, etc. C'est très important qu'il y ait des sites différents, et à mon avis, l'important aujourd'hui, c'est bien sûr de développer une formation un peu spécifique, mais c'est aussi de faire en sorte que les enseignants soient incités à aller sur ces sites, à y contribuer, à y intervenir. Et ça pourrait être un des éléments d'une politique ministérielle, d'une politique régionale également, de favoriser le développement de ces sites et d'encourager les enseignants à y aller. Parce que la formation sur le tas, la formation mutuelle, c'est un élément très important. Si vous allez sur Néoprof, le site des soi-disant nouveaux profs, vous voyez qu'il y a des quantités d'expériences très intéressantes. Toi, comment tu fais pour faire tel cours? Et bien voilà, j'utilise ça, et puis... Et c'est ça, je pense que ces éléments-là, qui sont des éléments lacunaires, un petit peu fragmentés, il faut arriver à les systématiser, à les organiser. Il faut peut-être qu'il y ait aussi des labellisations ou des éléments qui permettraient de leur donner un peu un statut officiel, mais c'est très important. Merci Pierre.